10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Jean-Jérôme Bertolus, Arnaud Le Parmentier, Aurélie Herbemont. Bonjour à tous et bienvenue. Notre invité ce matin est Benoît Apparu. Bonjour Monsieur Apparu. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député Les Républicains de la Marne, maire de Châlons-en-Champagne, lieutenant d'Alain Juppé. Vous n'êtes pas très nombreux dans ce cas, on y reviendra plus tard. Vous êtes aussi l'ancien ministre du Logement de Nicolas Sarkozy. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. La branche égyptienne du groupe État islamique affirme être responsable du crash de l'avion russe hier dans le Sinaï, en représailles à l'intervention militaire de la Russie en Syrie. Une hypothèse qui n'est pas privilégiée par Moscou à ce stade. La Russie au centre du jeu. Poutine a-t-il la clé du conflit syrien? C'est ce qu'a l'air de penser Nicolas Sarkozy. L'ancien président est allé voir Vladimir Poutine jeudi à Moscou. Diplomatie parallèle qui lui a valu un recadrage de Manuel Valls. On évoquera aussi les 36 communes mises au piquet par Manuel Valls. L'État reprend la main là où les maires ne construisent pas assez de logements sociaux. On parlera évidemment aussi du chiffre de la semaine, 23 800. C'est le nombre de chômeurs en moins au mois de septembre. Peut-être le début de la fin de la hausse, on verra ce que vous en pensez. Et puis forcément, on parlera des élections régionales. Succès en vue pour la droite, FN en embuscade, PS en mauvaise posture. Faut-il achever le Front républicain en décembre ou tout faire pour empêcher le FN de gagner la moindre région? Et qui dit régional dans 35 jours dit aussi fin de la pseudo-trêve entre les ténors de la droite avant la bataille primaire. Alain Juppé a les sondages avec lui, Nicolas Sarkozy a le parti. Vous nous direz si vous lui faites confiance pour organiser cette compétition à la loyale. Pour vous interroger, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Jean-Jérôme Bertolus d'ITélé. Bonjour Jean-Jérôme. Bonjour. Et Arnaud Le Parmentier du Monde. Bonjour Arnaud. Bonjour, c'est apparu. Bonjour. Eh bien messieurs, je crois que c'est parti. Et c'est Jean-Jérôme Bertolus pour ITélé qui vous pose la première question. Donc Benoît Apparu, 224 victimes dans ce crash d'un avion russe dans le Sinaï. La branche égyptienne de Daesh revendique l'action. Aucune certitude à ce stade, mais d'ores et déjà Air France et la Lufthansa ne survolent plus le Sinaï. Est-ce que l'on pourrait dire que d'ores et déjà Daesh a gagné ce que l'on pourrait appeler la bataille de la peur ? Probablement, quand on voit les décisions effectivement des grandes compagnies aériennes européennes, notamment Lufthansa, Air France, vous venez de l'évoquer, qui décident de ne plus survoler le Sinaï, c'est effectivement le signe que Daesh a marqué un point. Au demeurant, on verra, une fois que les boîtes noires ont été récupérées, ce qu'il en est réellement. Est-ce que c'est un tir de missile? Est-ce que c'est un attentat terroriste? Est-ce que c'est simplement un problème technique? Et on verra bien à ce moment-là si Daesh a menti ou pas. Au demeurant, ça démontre juste une chose. Juste une. Nous sommes effectivement en guerre totale contre Daesh. Daesh est l'ennemi numéro 1 absolu. Daesh est aujourd'hui effectivement l'ennemi numéro 1 absolu. Alors, et nous devons éradiquer Daesh. Alors comment vous expliquez qu'à Vienne, les diplomates de tous les pays qui comptent, si je peux dire, finalement n'arrivent pas à un accord à cause du sort de Bachar el-Assad? Est-ce que trop se concentrer sur le fait de savoir si Bachar el-Assad doit partir avant, après, pendant le processus, c'est pas se tromper d'ennemi? On ne peut pas passer sous silence ce que fait Bachar el-Assad. Bachar el-Assad aura tué 250 000 de ses compatriotes en Syrie. On ne peut pas le balayer d'un revers de main en considérant qu'il ne s'est rien passé. Si on veut bien se souvenir de l'histoire récente, en 2011, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, aux affaires françaises, considèrent comme une priorité que Bachar el-Assad quitte le pouvoir pour pouvoir trouver une solution consensuelle, politique bien évidemment, en Syrie. Depuis lors, les choses ont radicalement changé. Pourquoi ? Parce qu'on a eu le revirement américain sur le sujet. Chacun se souviendra, j'imagine, des propos du président américain disant « je fixe une ligne rouge, si des armes chimiques… » Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais y arriver. Si des armes chimiques, effectivement, sont utilisées, on interviendra. À partir du moment où nous ne sommes pas intervenus à ce moment-là, on a donné la main aux Russes pour trouver les solutions diplomatiques en maintenant Bachar el-Assad au pouvoir. Donc, à partir du moment où les Russes ont quelque part gagné sur le front diplomatique, parce que les Occidentaux n'ont pas maintenu la pression, y compris militaire, sur la Syrie, effectivement, nous devons nous asseoir à la table des négociations avec les Russes. Et l'hypothèse qui était la nôtre au départ, à savoir le départ préalable de Bachar el-Assad, est effectivement tombée. Donc il peut y avoir une transition politique avec Bachar el-Assad. Quand Nicolas Sarkozy à Moscou dit pas nécessairement un départ demain, mais pas Bachar jusqu'à la fin, il a raison. On peut faire une transition avec Bachar el-Assad. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix.
il faudra effectivement faire une transition avec Bachar, en ayant tous en tête, Russes compris, et on verra bien à la table des négociations s'ils acceptent cette idée-là, que Bachar n'est pas une solution définitive Jusqu'à pour la des Syrie. élections. Est-ce qu'il peut y avoir des élections en Syrie comme le réclament les Russes ou surtout les Iraniens, Je par pense que exemple? c'est beaucoup trop tôt pour évoquer la question des élections. Il y a Nous eu sommes des dans un élections pays qui sont... fantoches, Nous sommes aujourd'hui Bachar. dans un pays qui est totalement en guerre. Nous sommes dans un pays où il y a du terrorisme matin, midi et soir. Parler d'élections me paraît évidemment beaucoup trop tôt. Est-ce que vous êtes- Nicolas Sarkozy a eu raison d'aller voir Vladimir Poutine la semaine dernière. Manuel Valls n'a pas trop aimé ce que l'ancien président a dit là-bas. Si je comprends bien, le président de la première formation politique de France n'aurait pas le droit de se déplacer à l'étranger. Non, J'imagine que c'est valable pour donc tous les dirigeants du PS qui seront demain, je l'espère, dans l'opposition, et pour tous ceux qui ont été dans l'opposition hier. François Mitterrand, François Hollande se sont déplacés comme représentants de leur formation politique, et à juste titre. C'est pas de la diplomatie parallèle. Encore heureux que le président de la première formation politique de l'opposition a le droit d'aller à l'étranger, de rencontrer les dirigeants étrangers on et n'est pas là, discuter avec eux. monsieur Ça me Apparu. paraît une On dit évidence. que évidence. l'usage républicain est que, normalement, on ne critique pas complètement la politique de son propre pays, surtout Et avec je un pays pense dans lequel que- on a et je été en pense que conflit Nicolas et auquel on a Sarkozy- infligé des Je pense sanctions. que Nicolas Sarkozy a respecté cette tradition. Il n'a pas critiqué la position française depuis Il a l'étranger. critiqué la Il a position des exprimé Occidentaux. ce qui serait, de son point de vue, une position que partage Alain Juppé, que partage François La Fillon, Crimée qui doit consiste rester à dire... russe. Je vais y arriver, qui consiste à dire effectivement que nous ne pouvons pas aujourd'hui régler le conflit syrien sans discuter avec les Russes et malheureusement, à un moment ou à un autre, discuter avec Bachar al-Assad avant de trancher définitivement Attendez, vous le êtes truc. pour Par la contre, levée des sanctions, vous êtes comme l'a j'y demandé arrive. Nicolas Sarkozy à Moscou? Par contre, il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier. Qu'aujourd'hui, nous ayons la nécessité de discuter avec les Russes, c'est une évidence. Est-ce que pour autant, on doit oublier que la Russie a annexé la Crimée oui. contre l'ensemble de la communauté internationale, comme contre toutes les règles fixées par la communauté internationale? Réponse, non. Donc vous n'êtes Nous pas d'accord avec pouvons Nicolas pas- Sarkozy. Nicolas nous ne Sarkozy dit pouvons pas. laissons faire le temps. Il acte de facto le retour de la Crimée. Donc vous êtes en Nous désaccord avec n'avons Nicolas pas Sarkozy. acté le retour de facto de la Russie en Crimée. Ça s'est fait en violation du droit international. Nous ne pouvons pas accepter des précédents de ce type-là, parce que sinon ça veut dire que demain matin, n'importe qui peut accéder à n'importe quel pays sous prétexte qu'il va au lendemain nous aider à régler un autre conflit. Une Il y a question- un peu de morale à avoir, y compris dans les affaires étrangères. Une question quand même sur Daesh, vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce qu'on fait tout contre Daesh? Est-ce qu'il faut, comme certains de vos amis le réclament, des troupes au sol françaises Bruno Le en Maire, Syrie? pour dire son nom. Alors, nous avons aujourd'hui, depuis vendredi je crois, une cinquantaine d'Américains, troupes d'élite, qui vont arriver en Syrie. Il y a déjà des troupes russes qui sont, semble-t-il, enfin plus que semble-t-il, sur le sol syrien. Est-ce qu'il faut une grande coalition internationale qui se déploie sur la Syrie pour régler le problème au sol, j'entends? À titre personnel, à ce stade, je ne le crois pas. Pourquoi? On va tous se souvenir de l'Afghanistan. On va tous se souvenir de l'Irak. On va tous se souvenir, quelques années plus tôt, du Vietnam. Est-ce qu'on a réglé ces conflits-là avec des troupes au sol? Réponse, non. Alors qu'est-ce qu'on Les fait? Russes se sont englués en Afghanistan pendant 10 ans. Les Américains se sont englués en Afghanistan pendant 10 ans. Est-ce qu'on a solutionné le problème? Réponse, non. Donc je reste convaincu, pour ce qui me concerne, que nous devons d'abord trouver une solution politique. Avec l'appui, bien évidemment, des frappes aériennes que nous conduisons aujourd'hui, que la communauté internationale conduit aujourd'hui en Syrie, à condition, là encore, dans les frappes qui sont faites par les forces aériennes occidentales et russes, qu'on ne se trompe pas d'ennemis. On est là pour bombarder Daesh. On n'est pas là. Pointez les Russes, là. On n'est pas là, effectivement, pour bombarder ceux qui sont aujourd'hui les ennemis de Bachar al-Assad, sans pour autant être Daesh. Parce que nous ne pourrons pas trouver de solution définitive en Syrie sans l'opposition, qui certes est morcelée, qui certes n'est pas aujourd'hui dans l'efficacité la plus grande qui soit, mais nous ne pourrons pas trouver de solution définitive en Syrie sans C'est une l'opposition position syrienne. très proche de François Hollande que vous décrivez là. J'ai passé les proches de Pierre, Paul ou Jacques, et c'est pas mon sujet. Le sujet, c'est de savoir La ce qui nous diplomatie paraît française. aux uns et aux autres le plus efficace pour sortir de ce conflit et pour effectivement éradiquer Daesh, parce que c'est ça l'objectif principal que nous devons poursuivre. Benoît Apparu, il y a quelques semaines, Nicolas Sarkozy disait que ça pouvait être réglé en quelques mois. Vous croyez vraiment que c'est un horizon accessible? Difficile de vous répondre, je ne sais pas si ça peut se régler en quelques mois. J'ai le sentiment que ça prendra probablement un peu plus de temps que ça. Mais là encore, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la diplomatie française est isolée.
Je vous rappelle que cette semaine, il y a eu des discussions à Vienne. Vous les avez évoquées tout à l'heure. Qui était autour de la table des négociations en début de semaine ? La France n'y était pas. L'Iran, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Russie. La France, et au-delà même de la France, l'ensemble de la communauté européenne n'était pas présente. On était raccrochés en fin de semaine pour discuter et pour participer aux discussions. Il me semble que c'est un échec majeur de la diplomatie française et européenne et que nous devons rentrer dans la table de discussion. Nous ne pourrons pas trouver une solution en Syrie au regard de ce qu'est l'histoire de la Syrie sans les Européens. Que nous soyons écartés est un échec absolu. C'est aussi ça la victoire de Poutine. Arnaud Leparmentier, une dernière question sur cette thématique. Alain Juppé a dénoncé ou constaté l'accès de russophilie dans l'opposition. Alors moi, je voudrais changer de sujet. Tout d'un coup, il y a beaucoup moins de merkelophilie à droite. C'était pour tous votre modèle pendant la campagne 2012. Après, alors est-ce que vous soutenez la politique d'Angela Merkel sur les migrants ? Alors, on peut soutenir globalement la politique d'Angela Merkel, notamment sur le plan économique, et avoir des points de désaccord avec Angela Merkel. Sur les migrants. Il me semble, Oui. et notamment sur les migrants, il me semble qu'elle a elle-même pas mal bougé. Au départ, très fermée, puis très ouverte, et on sent aujourd'hui que c'est en train de se refermer du côté de l'Allemagne, parce que le flux de migrants qui arrive sur l'Allemagne est en train probablement de dépasser ce qu'attendait Angela Merkel. Et donc sur Et les entre migrants... l'identité heureuse d'Alain Juppé et le devoir d'accueil d'Angela Merkel, est-ce que vous trouvez que vous êtes finalement sur la même ligne ? Est-ce que vous trouvez plus proche d'Angela Merkel que, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui dénonce les tuyaux Sur qui les sont mal migrants, orientés ? Sur la question des migrants, nous avons probablement à trouver un point d'équilibre. Nous devons, en France et en Europe, accueillir bien évidemment les réfugiés de guerre, notamment syriens. Mais il y a une condition pour que ça fonctionne et que ce soit accepté. C'est que de l'autre côté, nous restions très fermes sur l'immigration clandestine et sur ceux qui auront été déboutés du droit d'asile. Le problème aujourd'hui, il est où ? C'est que les Français se disent... 3% les seulement sont Français renvoyés selon la Cour des comptes. Les Français se disent, de toute façon, celui qui rentre, qu'il soit accepté ou non par le droit français, il ne sortira jamais. C'est ça le problème. Tant que nous n'aurons pas la capacité de mettre en œuvre les décisions d'expulsion de ceux qui n'ont pas à être sur le sol français, l'acceptabilité des réfugiés de guerre sera faible. Les politiques doivent, quoi qu'il arrive, être équilibrées. Si on veut être ouvert, généreux par rapport aux réfugiés de guerre, il nous faut la capacité à être très ferme sur ceux qui n'ont rien à faire sur le sol français. Deuxième élément tout aussi important. Je suis convaincu, à titre personnel, que la solution en Afrique comme au Moyen-Orient, c'est avant tout des questions de développement. Ça fait 30 ans que matin, midi et soir, dans nos jolis discours, on raconte qu'il faut faire du développement en Afrique. Et ça fait 30 ans qu'on ne le fait pas. Je reprends par exemple l'initiative de Jean-Louis Borloo sur l'électrification africaine, sur les conférences. La Syrie, l'Irak, c'est pas une question de Mais développement. quoi qu'il arrive, la question des migrations sera une question majeure pour les 50 ans qui viennent. Si on ne règle pas cette question-là, on ne réglera pas le reste. Est-ce que vous-même, vous êtes ouvert et généreux dans votre commune ? Vous accueillez des migrants ? J'ai effectivement accepté l'accueil de migrants sur ma commune, parce que ça me paraissait évident, normal, de pouvoir en accueillir. Combien ? Pour l'instant, nous avons accepté une vingtaine de familles. Toutes ne sont pas arrivées, mais dans les discussions que nous avons eues avec la préfecture, on a accepté une vingtaine de familles. Et votre population est d'accord ? Parce que vous aviez eu une rumeur dans votre ville comme oui, quoi la fameuse vous rumeur des bus entiers, des trains des gens entiers de Seine-Saint-Denis. sur effectivement le vos sol de concitoyens Chalon. sont d'accord ? Ce n'était pas le cas, mais là encore, nos concitoyens seront d'accord s'ils voient un équilibre. L'équilibre, c'est la fermeté contre ceux qui ne doivent pas rester sur le sol français. La générosité, c'est la capacité que nous aurons à accueillir, et je le répète, à accueillir des réfugiés de guerre et des réfugiés de guerre seulement. Alors, on va faire une petite pause pub. On se retrouve juste après avec vous, Benoît Apparu, pour parler logement, chômage et retraite. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Jean-Jérôme Bertolus, Arnaud Leparmentier, Aurélie Herbemont. Benoît Apparu, vous êtes notre invité ce matin. On va parler maintenant de la boulette fiscale que Manuel Valls veut réparer. Les retraités modestes ont vu leurs impôts locaux, taxes foncières et taxes d'habitation flamber. Tout ça à cause d'une disposition votée en 2008, donc sous la droite, quand votre gouvernement était aux responsabilités. En fait, c'était la suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves qui a contribué à cette explosion des impôts. Merci la gauche de réparer la boulette de la droite. Rappelez-moi un truc, ils sont au pouvoir depuis quand ? 2012 2012 C'est ça, hein, donc ça fait 3 ans et demi et 4 budgets que nous aurons votés sous
les gouvernements Hérault et Valls. Et donc, si je comprends bien, ils s'en aperçoivent maintenant. Et l'énorme boulette que nous aurions faite, ce qui est probablement le cas en 2008, ils ne peuvent la réparer que maintenant. Tout ça est ridicule. Ridicule. Pourquoi ? On nous fait matin, midi et soir toujours la même signe. On nous dit « Ah, c'est la faute à avant. Nous, on n'y est pour rien. » Ça fait juste 3 ans et demi qu'ils sont au pouvoir. Peut-être qu'ils pourraient arrêter d'utiliser l'argument « c'est la faute à Nicolas Sarkozy, c'est la faute à François Fillon, c'est la faute à la majorité précédente. » Monsieur apparu sur le fond, est-ce que c'est pas normal que plus de gens payent l'impôt ? À chaque fois que les personnes âgées payent plus d'impôts, on recule parce qu'ils vont beaucoup voter ? Je ne sais pas si c'est la seule raison, puisque là on parle quand même de personnes retraitées qui ont des très faibles salaires. Donc c'était une erreur. Vous pensez que c'était une erreur ? Donc c'était probablement une erreur, je n'ai pas regardé techniquement le dossier. Ce que je veux simplement dire, pour revenir sur le propos que vous évoquiez, un Français sur 2 qui paye l'impôt sur le revenu, ce n'est pas suffisant. Il est légitime, normal, que l'ensemble des Français contribuent à la dépense publique via leur impôt. Et donc, pour ce qui me concerne, exonérer en permanence un Français sur 2, soit des taxes locales, soit des taxes nationales, ne me paraît pas de bonne gouvernance. Vous feriez un impôt citoyen, c'est-à-dire que même en payant d'une façon peu, ou d'une autre, symboliquement, moi ça ne me choquerait pas que symboliquement tout le monde paye un impôt sur le revenu. Alors je ne vous dis pas 10 000 euros par personne, bien évidemment, mais qu'on ait une contribution à minima d'une centaine d'euros des uns et des autres pour que tout le monde ait le sentiment de participer à la construction de la fiscalité française, à la construction de ce qui devient la dépense publique française, me paraît plutôt sain. Raison pour laquelle le projet actuel, défendu par certains, de fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu, contribuerait là encore à exonérer toute une partie de Français des contributions sociales, à reporter cette fiscalité-là sur les classes moyennes qui verraient leurs impôts augmenter, pour ne pas dire exploser, me paraît une formidable erreur. Et c'est trop complexe aussi parce que là, dans cette affaire, effectivement, des retraités modestes exonérés, personne n'y comprend rien. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des retraités qui se retrouvent 250 000. C'est des cascades en chaîne liées, en fait... Les fiscalités locales sont souvent dépendantes des fiscalités nationales. C'est-à-dire qu'on va exonérer telle ou telle personne en fonction du paiement ou non de l'impôt sur le revenu. À partir du moment où quelqu'un était exonéré de l'impôt sur le revenu et le paye demain, il y a des mécanismes en chaîne sur les taxes locales. Vous seriez pour supprimer ce type d'exonération ? Non, parce que là encore, la seule grille de lecture que nous avons réelle des revenus des gens, c'est leur déclaration d'impôt sur le revenu. Et donc nous devons rester basés là-dessus, sinon là on n'y comprendra plus rien. Et si on commence à devoir déclarer ses revenus, non seulement au fisc national, mais également pour payer la fiscalité locale, là en termes de complexité, on aura gagné le bonbon. On va faire un petit point logement avec vous, puisque je rappelle que vous avez été secrétaire d'État au logement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors cette semaine, 36 communes sont punies par Manuel Valls, car elles ne respectent pas le quota de 20% de logement social fixé par la loi. Les préfets vont se substituer à eux pour faire construire. C'est une décision que vous auriez pu prendre, vous, en tant que ministre, ou c'est une décision soviétique, je crois, comme l'a dit votre collègue député des Yvelines, Jacques Miard. Je ne sais pas si c'est soviétique, mais c'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Mois d'août 2014. Août 2014, il y a 1 an et demi. Manuel Valls nous fait une grande conférence de presse en annonçant un plan de relance pour le logement. Qu'annonce-t-il ? Que maintenant les maires vont pouvoir, que les préfets vont pouvoir se substituer aux maires pour construire à leur place quand ils ne font pas assez de logements sociaux. C'était il y a 1 an et demi. On nous ressort exactement la même soupe 18 mois après. On a fait quoi entre-temps ? Rien. C'est bien de nous vendre 18 fois la même mesure en l'espace de 3 ans. Peut-être qu'on pourrait maintenant passer aux actes. Ça fait 15 ans que cette loi n'est pas respectée. Je ne dis pas le contraire. Cette loi est respectée, je vous le rappelle, dans 95% des communes. Les obligations légales françaises de la loi SRU sont respectées à plus de 172%. Les obligations légales, c'est 100%, on en fait 172%. Donc arrêtons de stigmatiser dans tous les sens. Premier élément. Deuxième élément, en matière de logement. Ce gouvernement fait beaucoup de com'. Je vais vous rappeler un truc. Vous vous souvenez peut-être qu'au début du quinquennat de François Hollande, Madame Duflot, alors ministre du Logement, nous avait fait pour la énième fois le coup de la réquisition. On a passé 1 an et demi à parler réquisition. Et j'imagine que quand elle est venue dans vos émissions respectives, pendant une demi-heure, elle vous a fait un show sur le scandale des logements vides, qu'il fallait réquisitionner, etc. Elle a mobilisé tout l'appareil d'État pour y arriver. Mais il n'y en a pas eu de réquisition. Aujourd'hui, il y en a eu combien ? Zéro. Zéro réquisition. On nous a fait le coup ensuite du « vous allez voir, l'État va vendre les terrains publics
pour effectivement construire du logement social. Résultat, au bout de 3 ans, 0 à la bulle. Donc arrêtons de faire de la com, arrêtons de nous faire des grandes déclarations, des grands plans qui sont sûrement très intéressants. Arrêtons peut-être aussi de se réveiller uniquement parce qu'il y a un anniversaire. Les 10 années de la mort des 2 jeunes de Clichy en disant tiens, ce serait bien qu'à l'occasion de cet anniversaire, on lance un nouveau plan pour je ne sais quoi. Alors, Soit c'est attendez, utile attendez. et on le Ouais. fait tout de suite, mais on arrête de faire des plans de com uniquement parce que que- c'est l'anniversaire des 2 jeunes qui sont malheureusement décédés à Clichy à 10 ans. Est-ce que les dernières annonces, effectivement, ça n'est pas sur le logement social, c'est sur l'élargissement du prêt à taux zéro jusqu'à 40% des sommes empruntées, un prêt à taux zéro dans toute la France, on pourra différer les remboursements quels que soient ses revenus. C'est de la com ou au contraire, c'est bien pour les primo-accédants et les classes moyennes? On verra si c'est de la com ou pas. Parce que pour l'instant, c'est une annonce. J'ai cru comprendre que nous étions en discussion budgétaire en ce moment. Donc j'aimerais voir quelles sont les inscriptions budgétaires qui vont avec. Premier élément. Deuxième élément, la France est très diverse. Je vais vous prendre un exemple. La commune de Vichy. La commune de Vichy a aujourd'hui 15% de logement social. On l'oblige à continuer à construire du logement social. Elle est même punie pour ça. On lui demande de payer une amende parce qu'elle n'a pas assez de logement social. Et combien sont vides? 4000. 4000 logements publics et privés sont vides à Vichy, dont 200 logements sociaux. Mais on continue à l'obliger. Donc la SRU, Pour en revenir- vous êtes contre le seuil de 20% de la SRU? Je suis non pas contre le seuil de 20%, qui est passé à 25 d'ailleurs de la 25 SRU. avec J'ai voté le 25%. Je dis simplement qu'appliquer la SRU de la même façon à Vichy ou l'appliquer à Paris, ça n'a aucun sens. Je dis également que la mixité, ça va marcher dans les deux sens. J'aimerais bien que le gouvernement s'attaque aussi aux communes qui ont 60, 70 ou 80% de logement social. Parce que là encore, il n'y a pas de mixité. Oui, mais les gens ne veulent pas acheter leur logement social. Quand on vend des HLM, c'est attendez. très difficile. Je ne dis pas le contraire. Je vous dis simplement qu'il y a des obligations légales qui doivent marcher dans les deux sens, que la mixité, c'est plus de logement social dans les communes qui n'en ont pas assez, mais que la mixité, c'est également obliger les communes qui ont 60, 70%, 80% de logement social à faire du logement privé et à arrêter à faire du social. Il nous faut trouver un équilibre en la matière. Benoît Apparu, vous êtes d'accord avec la formule de Manuel Valls qui avait fait polémique au début de l'année après les attentats de Charlie Hebdo sur l'apartheid social? Et là, cette semaine, Valérie Pécresse parle de ghettoisation. Vous êtes d'accord avec cette façon de parler Ghetto et apartheid, c'est pas tout à fait Non, la même mais chose. s'il y a Ça n'a deux- pas la même connotation. ça n'a pas la même ni connotation historique, politique, ni évidemment. juridique. Nous avons effectivement des territoires qui ont été très longtemps des territoires abandonnés de la République, sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan évidemment du logement. Ces ghettos que nous avons construits dans les années 60-70 sont devenus des poudrières, sont encore des poudrières. On a eu un formidable travail qui a été fait, initié par Jean-Louis Borloo via l'ANRU, pour effectivement restructurer sur le plan urbain les quartiers en question. Il nous reste à faire la deuxième partie, qui est la partie sociale et scolaire notamment. Tant que nous aurons dans notre pays, dans ces quartiers en question, un échec scolaire retentissant, un déclassement scolaire, nous ne pourrons pas régler la problématique de ces quartiers. Alors, le gouvernement dit ça va un peu mieux dans la filière BTP, mais au-delà. On a vu les chiffres du chômage en septembre, la plus forte baisse depuis 8 ans. L'attractivité de la France semble remonter. Le coût du travail, qui est quand même une donnée importante, et semble-t-il en dessous maintenant du coût du travail en Allemagne. Est-ce que ça va un peu mieux, Benoît Apparu, en France? Tout ce que vous venez d'évoquer est juste et bien. Tant mieux si effectivement, au mois de septembre, nous avons eu 23 000 chômeurs de moins. Quand j'écoute les déclarations de la ministre du Travail elle-même, il faut le nuancer un peu. Parce qu'elle dit elle-même que la baisse du chômage, notamment des jeunes, est essentiellement liée aux contrats aidés. Ces contrats aidés sont pris en charge par qui? Les collectivités locales principalement, les associations principalement. Autrement dit, un emploi quasi public. Est-ce que nous avons la certitude que pour régler le problème des jeunes en France, c'est par l'emploi public ou quasi public qu'on s'en sortira? Réponse, me semble-t-il, non. Mais est-ce qu'on Deuxième peut dire élément. quand même que l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la réduction un peu du déficit commercial, est-ce que quand même la France ne va pas dans le bon chemin? Est-ce que les premières réformes faites par François Hollande, Lesquelles? Manuel Valls depuis 2 ans, le CICE qui a rétabli en partie les marges, les aides... Là encore, je pour constate recherche. une chose. Nous avons, je crois, quasiment 11% de chômage en France. Le double de l'Allemagne, le double de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Est-ce que politiquement, on peut considérer que nous avons réussi Bah, il va y avoir le une loi, combat il va y contre avoir le une loi, chômage il va y avoir une à loi partir sur du moment l'emploi, là, à part- chouette, une loi?
Alors si une loi changeait les choses en France, mais on serait le pays le plus formidable qui soit. Vu le nombre de lois que nous votons les uns et les autres toutes les semaines, si on réglait les problèmes avec une loi, ça se saurait. La réforme Vous du Code n'attendez du travail, rien de ce- l'assouplissement, Mais c'est là pas, encore, c'est pas- quand on me parle de réforme du Code du travail, et qu'on me dit pas touche aux 35 heures, pas touche au contrat de travail, je ne sais pas ce qu'on va changer. Bon, on Pas va grand-chose. On va donner aux Pas touche, partenaires pardon, sociaux. aussi à la durée du travail. Si les partenaires Bref, sociaux peuvent les négocier. 3 points qu'il faudrait effectivement régler pour essayer de libérer l'économie française, à savoir la durée légale du travail, à savoir le code du travail, à savoir le contrat de travail. Si on ne touche pas à ça, pardonnez-moi de vous dire, je ne sais pas ce que l'on Vous êtes touche. pour faire sauter le verrou du code du CDI, le fameux contrat à durée indéterminée? Pas nécessairement. Je suis, pour ce qui me concerne, favorable à ce que les 35 heures soient effectivement supprimées en France, que l'on puisse dire la chose suivante, qui serait finalement assez simple. On a des obligations européennes qui sont un maximum de 48 heures de travail hebdomadaire. À partir de là, donnons la possibilité, la capacité aux entreprises et ou, en fonction des secteurs, aux branches professionnelles, de négocier avec ce plafond de 48 heures la durée qui leur paraît la plus judicieuse. Et troisième élément, si effectivement il n'y a pas d'accord, acceptons que la base de la durée légale du travail soit 39 heures. Pourquoi 39 et pas 35 comme durée légale à minima? Parce que si on dit négocier, et s'il n'y a pas de résultat de négociation, c'est 35, il n'y aura effectivement jamais d'accord dans les entreprises. Donc pour Donc, il ceux faut qui dire- travaillent déjà 39 heures avec un temps de travail légal de 35, ça veut dire que leur salaire va baisser. Pourquoi? Parce que leurs heures supplémentaires seront plus payées. Vous En pouvez, tant qu'heure vous supplémentaire. pouvez effectivement en tirer cette conséquence-là. Ça veut dire que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas à 35, mais à 39. Donc le surplus de paiement des heures supplémentaires sera bien effectivement à 39. Mais nous devons réduire le coût du travail en France. Mais le CDI, nous devons moi je vous faire pose la question travailler. CDI, vous me répondez 35 heures. Parce vous que êtes pour faire je vous sauter ai le verrou du répondu, CDI? pardonnez-moi, je vous ai répondu, si on veut être juste, qu'effectivement, me semble-t-il, la question principale, c'est la question de la durée légale du travail. Sur la question du CDI, qui est un autre sujet, la question du CDI en France, c'est que nous avons un code du travail, des législations sociales, qui de fait rendent excessivement compliqué le licenciement dans notre pays. Et ça bloque, notamment pour les petites entreprises, l'embauche. Et le Ça peut gouvernement- paraître contre-intuitif, excusez-moi, mais les monsieur Parole, entreprises le gouvernement nous est disent- dans cette voie, le gouvernement est dans cette voie. Ils ont il essayé ne de le fera plafonner pas. ils ont essayé de plafonner les indemnités prud'hommes. Ils ont eu le Conseil constitutionnel qui les a retoquées. Donc il y a quand même politiquement. Est-ce que vous ne trouvez pas que le gouvernement va dans la bonne Ce direction? qui m'intéresse, ce ne sont pas les discours, ce sont les faits. Les hommes politiques français sont aujourd'hui décrédibilisés. La parole publique est décrédibilisée parce qu'on parle beaucoup et qu'on fait peu. Non, on a ou réformé jamais. les retraites. Les Benoît retraites. Apparu, il faut J'en que- reviens à votre question. Aujourd'hui, quand le gouvernement nous dit on va travailler sur globalement la législation du travail en France, mais on ne parlera pas de la durée légale du travail, on ne parlera pas du CDI, on ne parlera pas du contrat de travail, je ne sais pas de quoi on va parler. Benoît Apparu, parfois il faut peut-être laisser faire les partenaires sociaux. Vendredi, les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour renflouer les caisses des régimes de retraite complémentaires. Ils ont incité les salariés du privé à travailler jusqu'à 63 ans, sinon la pension complémentaire est amputée de 10%. De fait, c'est comme si l'âge légal de départ à la retraite passait de 62 à 63 Sur les ans. complémentaires, oui. Sur les complémentaires, effectivement, uniquement. Finalement, les partenaires sociaux peuvent faire avancer les choses peut-être plus que les politiques. Plus, j'en sais rien, mais ils doivent y participer. Cet accord à Agirc-Arrco est effectivement un très bon accord. Il permet, je crois, d'initier en France ce qu'on va appeler la politique du bonus-malus. Vous partez plus tôt, vous avez un peu moins. Vous restez un peu plus longtemps, vous aurez une pension de retraite qui sera supérieure. Ça me paraît un bon équilibre qui va nous permettre surtout de régler le cas des retraites complémentaires à horizon 2019, puisque la réforme en question va s'appliquer à partir de 2019. Nous étions, je vous le rappelle, à 6 milliards d'euros de déficit tendanciel. Ça va permettre de ramener ce déficit à 2 milliards. Il reste quand même un déficit, rappelons-le. Mais ça va dans la bonne direction. Et tant mieux si les partenaires sociaux, 3 syndicats plus le patronat, arrivent à trouver ce type d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que nous. Chacun son job. Nous, notre responsabilité de politique, c'est de fixer le cadre général. Ensuite, aux partenaires sociaux de régler les questions. Alors 2016. Qu'avons-nous dit à lui- l'instant même sur les 35 heures? On a dit la chose suivante. C'est dans l'entreprise que ce doit se discuter. C'est bien parce que nous considérons qu'en France, les lois cathédrales qui veulent tout faire, tout régler, sont inefficaces.
Fixons un cadre d'ensemble et laissons effectivement les partenaires sociaux dans l'entreprise ou dans les branches négocier C'est ce que la propose le réalité gouvernement. sociale dans l'entreprise. C'est C'est ce propose qu'annonce le et le gouvernement. rapport Moi, de j'attends qu'il Bruxelles. le fasse, pas qu'il l'annonce. Je viens de vous démontrer, je crois, sur le logement, qu'il y a 18 mois, ils nous ont annoncé à peu près la même chose que ce monsieur Valls a dit il y a 10 jours. Est-ce qu'ils l'ont fait pour autant? Non. Eh bien, on va se quitter pour quelques instants. Dernière page de pub. Et on se retrouve pour la dernière partie. On va parler des régionales. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Jean-Jérôme Bertolus, Arnaud Le Parmentier, Aurélie Herbemont. Benoît Apparu est notre invité ce matin. Le premier tour des régionales, c'est dans 35 jours maintenant. La droite devrait gagner des régions. En même temps, c'est pas très difficile puisque pour l'instant, vous n'avez que l'Alsace. La gauche s'effondre dans les sondages. Le FN pourrait remporter 2 régions d'après les sondages. Benoît Apparu, quand vous voyez Nord-Pas-de-Calais, Picardie à la portée de Marine Le Pen, 6 millions d'habitants, 3 milliards d'euros de budget, est-ce que vous dites il faut un front républicain? Si mes souvenirs sont bons, lors des récentes élections départementales, dans ce même type d'émission, on nous disait, via les sondages là encore, que 10 départements risquaient de passer au Front National et que pour 2 d'entre eux, c'était certain. Vaucluse et Var. Le lendemain, on a vu quoi? Que 0 département était passé au Front National. Alors que les uns et les autres, ça nous amuse, ça nous excite de se dire « Ouh là là, Marine Le Pen va prendre une région, Marion Maréchal Le Pen va prendre une région, et donc ça va faire du Non, buzz. » c'est pas ça la question. La question, c'est comment J'ai bien l'empêcher. compris. Je dis simplement Si jamais. qu'à ce stade, Voilà. la première façon d'empêcher Marine Le Pen de prendre Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et Marion Maréchal Le Pen de prendre PACA, c'est de faire campagne sur le terrain et de faire campagne pour le premier tour avant d'envisager le second tour. Parce que je veux bien qu'on ergote aujourd'hui sur le 2e, le 3e ou le 18e tour. Je veux bien qu'on commence les uns et les autres à fantasmer sur Front républicain, Alliance, pas Alliance, je ne sais juste quoi. le deuxième tour. Je dis simplement mais que Monsieur Apparu, laissez peut-être passer le premier tour Oui. avant de discuter du second tour. Précisons pour les électeurs, les électeurs et les auditeurs, pardon. Au deuxième tour, la liste arrivée en tête remporte la majorité. Donc si le Front National est en tête et que vous avez 2 groupes derrière, PS et les Républicains, est-ce que vous pensez qu'il faut que celui qui est arrivé 3e se retire ou fusionne? Eh bien écoutez, je me refuse à rentrer dans ce débat. Pour l'instant, je fais campagne dans ma région, le Grand Est, derrière Philippe Richert, pour qu'il soit en tête au premier tour. Et j'imagine que dans l'ensemble des régions, Xavier Bertrand d'un côté, Christian Estrosi de l'autre, sur les 2 régions que nous avons évoquées, se battent pour être en premier tour, pour être en tête au premier tour. Et la discussion sur le second tour, si vous le voulez bien, réservons-la entre la première et le second Ça tour. s'anticipe un peu quand même. Je suis désolé, vous connaissez le résultat ? Non, Bon, évidemment. et donc mais si je comprends bien, on va commencer à imaginer, ergoter, fantasmer sur le second tour, alors qu'on ne connaît pas le résultat du premier tour. Il y en a qui Désolé, je ne Alors, sais pas le faire. Justement, Je regrette que certains, notamment le Premier vous ministre, pensez- fantasment Non, on parlait en pas du question. Premier ministre. Et en l'occurrence, moi je pense à lui, parce que c'est lui qui a lancé ce débat-là en disant qu'il fallait faire je ne sais quoi. Là encore, Mais non, dans ne votre volons région- pas aux électeurs le premier tour. Dans votre région, le candidat socialiste a dit qu'il se maintiendrait, quel que soit le résultat. Donc vous voyez que le débat est absolument partout. Je reviens sur les propos de Bruno Le Maire dans Le Monde. Lui, il pense qu'il n'y a pas un plafond de verre pour le Front National, que c'est un vrai risque, notamment dans le Nord. Et il accuse même François Hollande de faire monter le FN en disant, par exemple, comment ne résout-on pas aujourd'hui les problèmes de Calais? Vous partagez ce point de vue qualifié d'écœurant par Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS. Je partage ce point de vue. Bruno Le Maire a raison. Ça fait 30 ans que le Parti socialiste joue le rôle du pompier pyromane. Vous voulez que je vous reprenne tous les exemples de déclarations publiques des uns et des autres depuis 30 ans? De M. Mitterrand, qui agitait le droit de vote des étrangers comme par hasard juste avant les élections législatives. C'est une technique électorale du PS depuis 30 ans que de faire effectivement Là, il ne s'agit pas seulement de monter le Front déclaration. National. Il accuse clairement l'État de ne pas jouer son rôle à Calais ou, par exemple, par rapport aux gens du voyage. Il dit on pourrait bien sûr résoudre ces problèmes. Mais quand vous avez un État qui laisse 6 000 personnes à Calais, dans des bidonvilles et qui ne réagit pas, quand vous avez des affaires comme les 2 autoroutes qui ont été bloquées par telle ou telle catégorie de la population parce qu'elle n'était pas contente de je ne sais quoi, effectivement, ce sont des affaires qui alimentent le vote Front National. Tant que l'État ne retrouvera pas l'autorité digne de ce nom,
les électeurs iront au Front National. C'est aujourd'hui la responsabilité du Parti Socialiste, de M. Hollande, de M. Valls, que de montrer qu'il y a une autorité dans cet État, que nous gouvernons, que nous prenons des décisions et que nous les mettons en œuvre. Tant qu'il n'y aura pas ce retour de l'autorité, je crains effectivement que le Front National continue de progresser. Et de ce point de vue-là, sur ce qui se passe sur Calais par exemple, c'est effectivement une alimentation permanente pour le Front National. On va parler un petit peu maintenant de la primaire, la présidentielle qui approche. Vous êtes porte-parole d'Alain Juppé. Il est où Alain Juppé en ce moment en fait? On l'entend pas beaucoup. Il est en campagne électorale. On l'entend pas beaucoup ces temps-ci. D'ailleurs, Jean-Christophe Cambadélis, la semaine dernière, s'en inquiétait. Où est Alain Juppé? Je remercie Jean-Christophe Cambadélis de sa sollicitude envers Alain Juppé. Je serais curieux de savoir ce que font les ministres aujourd'hui en campagne électorale. Parce que c'est bien que M. Cambadélis se préoccupe d'Alain Juppé. Ministre, il est premier secrétaire du PS. Je finis. Ce serait bien que Jean-Christophe Cambadélis demande au ministre de la République d'aller faire campagne sur le terrain. Moi, j'en ai pas vu un seul. Pas un seul. De son côté, Alain Juppé, il aura fait les 13 régions. Et il est en campagne électorale pour soutenir l'ensemble des candidats au régional. Nous avons décidé, c'était la moindre des choses, de mettre entre guillemets une petite parenthèse sur les primaires. On ne va pas en ce moment, alors que tous nos candidats sont sur le terrain pour lutter contre le Front National, pour effectivement combattre le Parti Socialiste, nous n'allons pas faire une campagne primaire. Donc Alain Juppé, aujourd'hui, il est en campagne dans les 13 régions françaises pour soutenir nos candidats dans les 13 régions françaises. Alain Juppé, il est candidat à la présidentielle. On a quand même l'impression qu'il joue un peu la rareté, voire le contretemps. C'est-à-dire qu'il y a une querelle sur l'école au printemps, il fait son bouquin en septembre. Il y a les 1 an de Charlie en janvier, et paf, il repousse son livre qui sera publié plus tard sur la République, la laïcité. Donc est-ce que Alain Juppé ne se trompe pas d'époque en croyant qu'il va fixer son tempo? Écoutez, il me semble que chacun a sa stratégie. Celle d'Alain Juppé n'est pas par principe de surfer sur l'actualité pour essayer de grappiller entre guillemets des points de sondage sous prétexte qu'il sera dans le bon tempo. Nous, on a effectivement un timing qui est le nôtre. On a 18 mois devant nous avant la primaire. Nous avons fixé notre calendrier, notre stratégie et on s'y tient. Point. Parce qu'effectivement, l'enjeu même de tout combat politique, c'est quoi? C'est d'essayer de fixer son propre calendrier, ses propres sujets et d'essayer de faire réagir l'ensemble des journalistes, de la classe politique, autour des sujets que nous portons les uns et les autres. L'enjeu même d'une primaire ou d'une élection présidentielle, c'est bien de définir, de dessiner ce que sera un quinquennat, ce que seront les 5 ans de projets portés par tel ou tel candidat. Et donc oui, essayer de dicter entre guillemets le tempo des sujets est essentiel. Vous êtes pour une parole rare? Pas pour une parole rare en tant que telle, mais parler pour ne rien dire, je n'en vois pas l'intérêt non plus. Benoît Apparu, comment vous expliquez Alain Juppé cartonne dans les sondages, comment vous expliquez qu'il n'y ait pas plus de parlementaires autour de lui? Parce que il y a vous, il y a Édouard Philippe, député maire du Havre, Hervé Guémard, Fabienne Keller, sénatrice. Et ils sont là, où vous les êtes autres? en train, pardonnez-moi, de lister les porte-paroles d'Alain Juppé. C'est pas la même chose. Nous faisons une réunion de parlementaires tous les 15 jours. Il y a une 40aine de parlementaires présents. Ils sont très discrets pour l'instant. On n'est l'instant. pas obligé, là encore, de communiquer toutes les 5 minutes pour vous afficher le dernier soutien d'Alain Juppé. Chaque chose en son temps. La primaire, c'est dans 18 mois. Donc je sais que vous êtes impatiente, que vous voulez avoir un projet tout de suite, que vous voulez avoir tous les soutiens. Dans un an, pardon. C'est les présidentielles qui seront dans 18 mois. Que vous voulez avoir les soutiens tout de suite, le projet tout de suite, tout de suite. Ben, désolé, c'est pas notre tempo, c'est pas notre calendrier. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est Alain Juppé qui fixe son tempo et son calendrier en fonction de ses choix. Même si ça vous déçoit de temps en temps, j'en suis désolé. Mais vous faites confiance à Nicolas Sarkozy pour l'organisation de la primaire. Il y a eu une petite poussée de fièvre il y a quelques semaines sur l'affaire des 10 000 bureaux de vote. Nicolas Sarkozy aurait dit c'est peut-être trop, on va peut-être en faire moins. Vous avez confiance aujourd'hui en Nicolas Sarkozy? J'ai confiance en Nicolas Sarkozy, j'ai confiance en ceux qui organisent les primaires. Thierry Solaire est avec nous aujourd'hui ce matin. C'est lui qui est en charge de l'organisation des primaires. Donc oui, j'ai confiance dans l'organisation des primaires. Ça va assez vite. Mais la confiance peut s'accompagner de contrôle, d'exigence. Oui, quand même. Et donc, bien évidemment, nous avons confiance dans l'organisation des primaires. Il y a une haute autorité indépendante qui va contrôler ces primaires. Il y a un comité d'organisation indépendant du parti, là encore, qui va les organiser. Je n'ai aucune raison de ne pas avoir confiance. Ça va. J'ajoute un dernier point. On va avoir, et c'est normal, des moments où il y aura un peu de tension.
C'est pas Il y en a dramatique déjà en soi eu, d'ailleurs. il y en a déjà eu. Il y en a déjà, il y en aura encore. L'essentiel pour nous, c'est deux choses. C'est qu'au-delà de ces tensions quotidiennes, nous gardions l'unité de la famille politique, parce que quel que soit le vainqueur de la primaire, il aura besoin des autres pour gagner l'élection présidentielle. C'est le premier élément. Deuxième élément, il y aura effectivement à un moment ou à un autre des désaccords sur tel ou tel point d'organisation des primaires. On trouvera des solutions comme on a trouvé des solutions. Un exemple, les 10 000 bureaux de vote que vous évoquez. Moi, je n'ose pas imaginer que les Républicains soient moins ambitieux que le PS. Le PS a réussi à faire 9 700 bureaux de vote. Et ça voudrait dire qu'on ne serait pas capable, nous les Républicains, d'en faire autant. Ça me surprendrait. Alors justement, question unité, si on ne voit pas Alain Juppé en ce moment, c'est peut-être aussi pour éviter qu'il se retrouve sur la même scène d'un meeting avec Nicolas Sarkozy. Oui, c'est arrivé, mais enfin une fois. Non, fois. détrompez-vous, c'est arrivé plusieurs très fois. Peu. Bon, mais attendez, je pose une question directe. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy veut investir les candidats aux législatives, les 577, notamment parce que c'est compliqué pour des questions de parité. Il veut faire ça avant l'été. D'accord, pas d'accord? A priori, plutôt pas d'accord. Ils nous en discuteront au bureau politique. C'est effectivement une préconisation que fait, semble-t-il, Nicolas Sarkozy. A priori, pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est, me semble-t-il, à celle ou à celui qui sortira vainqueur des primaires d'organiser sa majorité et donc de prévoir les investitures. Le contraire d'Aubry, qui avait organisé les investitures, et Hollande candidat. Il me semble qu'effectivement, dans nos institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, c'est plutôt au président de la République de fixer la ligne de la majorité et donc de donner quelque part les investitures. Donc c'est au candidat de le faire. Je viens de faire une erreur en anticipant sur le fait que notre candidat serait président de la République. C'est donc à notre candidat aux élections primaires de donner les investitures pour les législatives. Donc il me semble que ça ira plutôt dans l'autre sens. Benoît, a paru un petit mot sur ce que révèlent nos confrères du JDD ce matin. Les 2 téléphones de Nicolas Sarkozy auraient été surveillés au printemps dernier à cause de l'affaire Air Cocaïne pour découvrir rien. Qu'est-ce que ça vous inspire? À tout le moins beaucoup de surprises. Et pour ne rien vous cacher, je suis assez choqué. J'imagine que les juges qui ont mis sur écoute pendant 1 an Nicolas Sarkozy sur ces 2 téléphones, qui ont demandé, si j'ai bien compris, la géolocalisation de son téléphone, ont fait la même chose pour tous ceux qui ont loué le même avion. J'imagine que ça n'a pas été concentré exclusivement sur Nicolas Sarkozy et qu'ils l'ont demandé sur les 200, 300, 500 personnes, j'en sais rien, qui ont pendant la même période loué ce même avion. On est quand même à un moment me semble-t-il, dans des délires un peu trop forts. Si je comprends bien le résumé de l'affaire, Nicolas Sarkozy loue un avion à une société dont c'est le métier. Il se trouve que ce même avion est utilisé par Air Cocaïne. Et on en déduit quoi? Qu'il y a un lien entre les deux. Donc ça veut dire que si demain matin, Nicolas Sarkozy loue une voiture et que 3 semaines après, la voiture sert à je ne sais quoi, il y aura un lien entre les deux et qu'il faudra écouter Nicolas Sarkozy pour savoir si éventuellement, peut-être, il a participé à. Peut-être qu'un peu de sérénité serait une bonne chose. Eh bien, merci Benoît Apparu d'avoir été avec nous ce matin. Demain, vous retrouverez Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 sur Europe 1. Il ne sera pas à Paris, mais en direct de Pékin. Bonne journée à tous.